Bonjour tout le monde, mon nom est MP Boisvert. Je suis, coordonnatrice, au projet Savie LGBTQ, depuis, seulement un mois. Donc vous me pardonnerez si jamais, je commets des petites bévues de type, Zoom. Hem je vais laisser bientôt la parole à notre co-directeur, Martin Blais, qui va nous présenter, Émilie Morin, sous peu. Mais je voulais vous dire que, donc la présentation effectivement, dure environ 20 minutes et après ça, il y a un 10 minutes de questions et on fait un enregistrement pour, les 20 premières minutes, mais pour la période de questions là, pour que les gens se sentent confortables de poser n'importe quelle question, on va arrêter l'enregistrement. Alors, voilà, à toi, Martin. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'abord à Émilie Morin, donc, qui est sociologue spécialisée sur les enjeux des personnes LGBTQ+, dans le milieu de travail en France et au Canada. Elle travaille actuellement sur les enjeux de santé des personnes trans hospitalisées au Québec. Mais aujourd'hui, elle va nous parler d'un travail postdoctoral intitulé C'est juste une blague, violence ordinaire au travail envers la diversité sexuelle et le genre. Alors, Émilie, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, je m'appelle Émilie Morin, je suis sociologue associée à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM. Et la présentation que je vais faire aujourd'hui concerne les données, donc un postdoctorat que j'ai réalisé à cette chaire sur les données de l'enquête SAVI LGBTQ+, dont je vais parler dans quelques instants, et donc sur l'humour et les blagues dans le milieu de travail concernant la population LGBTQ+. Alors, avant de commencer, je voulais quand même clarifier ce qui va être traité sous le vocable blague, humour ou plaisanterie. Le plus souvent, c'est des propos qui sont loin d'être drôles. Voilà, donc si vous êtes connecté à ce webinaire aujourd'hui pour rire, vous verrez qu'on ne va pas vraiment rire, c'est pas l'objet du webinaire. Ce qui va être finalement la caractéristique commune de ces propos, c'est plutôt qu'ils proposent comme porte de sortie aux personnes qui font ces blagues, souvent d'avoir des petites phrases comme «Oh, mais c'était juste une blague», donc titre de la présentation, c'est pour ça que je l'ai gardé, ou «On ne peut plus rien dire», ou «C'était juste de l'humour», t'as pas d'humour, etc. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, qui va finalement être le point de ralliement des propos dont je vais traiter aujourd'hui. Et simplement, avant de commencer sur des sujets comme celui-ci, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres, je pense que c'est important de se situer. Donc, je fais partie moi-même de la communauté LGBTQ+, qui me rend sans doute assez familière, en tout cas assez facilement familière avec les expériences que j'ai pu relever. En revanche, je suis sur d'autres aspects plutôt en position privilégiée, ce qui peut aussi me rendre moins attentive ou plus aveugle sur certains d'autres rapports de domination. Donc voilà pour ma présentation. Alors, je n'arrive pas à passer à la deuxième slide. Je ne sais pas si c'est toi, Marie-Pierre, qui a la main sur les slides. Ah non, c'est bon. Je pense que j'ai trouvé le bon bouton. Donc voilà le plan de la présentation aujourd'hui. Donc je vais vous dire évidemment, je vais vous parler un peu de l'enquête Savie LGBTQ, le contexte, ses objectifs, sa méthodologie. Puis je présenterai ensuite les résultats avec trois points. D'abord, qu'est-ce que ces blagues, donc dans un sens large, j'y reviendrai pas, ont comme effet sur les personnes LGBTQ. J'ai identifié ensuite trois manières de réagir à ces blagues, trois manières qui nécessitent un travail émotionnel. Et puis enfin, on verra un exemple plus particulier qui est l'exemple des lesbiennes qui se retrouvent dans des milieux de travail à dominance masculine, plutôt dans les bastions en fait, de travail masculin, qui font un peu état d'une asymétrie de genre. Donc voilà pour le plan de la présentation. Alors, je vais tout de suite commencer par le contexte. Donc, l'enquête Savie LGBTQ, c'est une enquête qui s'est déroulée sur plusieurs années.
7 ans exactement. Elle est dirigée par Martin Blais et Isabelle Côté. Puis elle avait comme objectif d'identifier donc l'ensemble des facteurs d'inclusion et d'exclusion dans différents secteurs de vie concernant les personnes LGBTQ+, qui s'identifiaient, s'auto-identifiaient, s'auto-nommaient comme ça. Donc dans des secteurs très très larges, c'était donc le travail, c'est ce que je vais traiter aujourd'hui, mais aussi la santé, la famille choisie, la famille constituée, la famille d'origine, l'école, le logement, l'espace public, le voisinage, etc. Et donc, il y avait deux grands dispositifs d'enquête, une enquête quantitative et une enquête qualitative. Les résultats que je vais apporter aujourd'hui relèvent uniquement de la méthodologie qualitative. Donc, c'est celle dont je vais vous parler pour cette présentation. Il s'agissait d'entrevues biographiques approfondies réalisées donc entre 2018 et 2020 auprès des personnes LGBTQ+ au Québec, selon la théorie du parcours de vie. Le recrutement s'est fait à travers les réseaux sociaux et les organismes québécois. Et au total, donc, c'est 137 personnes qui ont été rencontrées 2 fois. Donc, elles ont été rencontrées à 2 reprises. Donc, voilà pour le contexte de l'enquête. Concernant le sujet d'étude, donc c'est l'humour, j'avais déjà pu constater lors de mon doctorat en France, donc qui portait sur la gestion de l'homosexualité dans les milieux de travail. Bon, j'aime pas le terme de gestion, mais j'en ai pas encore trouvé de meilleur. C'est un des éléments dont on peut parler éventuellement à la partie question. Mais voilà, comment est-ce qu'on aménage en fait son identité dans les milieux de travail? J'avais pu déjà constater en entendant les expériences des personnes que j'ai rencontrées, combien est-ce que le lieu de l'humour pouvait constituer un enjeu vraiment de positionnement assez important. Je voyais que le fait d'être la seule lesbienne ou le seul gay dans un milieu de travail était pour l'ensemble des autres collègues un élément qui pouvait perturber en fait la cohésion de l'équipe, cohésion qui trop souvent s'appuie donc sur des propos humoristiques, la plupart du temps dénigrants, homophobes, sexistes, LGBTophobes de manière plus large. Et donc, les personnes que je rencontrais trouvaient un peu des stratégies pour ne pas rompre la cohésion d'équipe, tout en signifiant que l'humour était quand même pas tout à fait OK. Et donc, ça donnait des propos parfois un peu étonnants, des réactions étonnantes. Notamment, j'ai en tête une personne qui m'expliquait que lui-même donnait sa validation, permettait aux propos homophobes de circuler parce qu'il ne voulait pas être celui qui rompt la cohésion d'équipe. Bon, c'était dans un milieu particulier, c'était auprès des policiers. Puis il y avait une autre femme lesbienne dans un milieu cette fois-ci médical, qui travaillait à l'hôpital, qui m'expliquait que souvent, elle avait des phrases du type « Oh, on n'est pas une équipe de PD ici ». Et qu'elle utilisait beaucoup ça de manière justement à banaliser son identité sexuelle et à permettre de ne pas enlever un peu le potentiel de gêne ou de surprise qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de son homosexualité dans son milieu de travail. Donc j'avais déjà un peu ça en tête quand je suis arrivée pour analyser les entrevues de l'enquête Sa vie LGBTQ. Et puis donc, en regardant et en analysant ces entrevues, je voyais que bien que ce n'était pas un thème qui était présent dans le guide d'entretien de l'enquête, le dispositif d'enquête ne l'avait pas prévu comme un thème à part entière, mais je voyais que ce thème des blagues des collègues de travail revenait assez fréquemment. Alors la plupart du temps dit évoqué de manière un peu périphérique, mais voilà, il y avait cette espèce de récurrence dans cette entrevue, ce qui m'a amené à m'y intéresser un peu plus. Puis finalement, au cours des analyses et des entretiens, j'ai pu constater que l'humour constituait, donc l'humour, encore une fois, je le précise au sens large, hein, c'est des propos humoristiques, je ne juge absolument pas de leur potentiel en tant que vraiment propos drôles, au contraire. Donc, j'en reviens là-dessus. Donc, je constatais que l'humour constituait finalement un important canal par lesquels les représentations cis-sexistes, lesbophobes, homophobes circulaient et se reproduisaient dans le monde du travail. Et que, notamment dans un contexte au Québec où les propos plus directement discriminatoires vont être de moins en moins tolérés.
Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est que au-delà de cette importance, euh, c'était aussi le fait qu'il constituait une potentialité de résistance et de renversement, sous certaines conditions, on va le voir. Mais voilà, c'est ça qui m'a amené à traiter plus particulièrement ce sujet. Alors, avant de passer directement aux résultats, je vais présenter quelques mots, je vais vous dire quelques mots sur la façon dont la sociologie a analysé l'humour au travail, donc principalement selon une approche fonctionnaliste. Déjà, l'humour a été analysé comme un potentiel terrain de violence, principalement à travers les blagues racistes ou sexistes. Alors, concernant les blagues racistes, il y a plein de références que je pourrais donner, mais je pense dernièrement à un ouvrage de Jounin, qui est un Français qui a travaillé sur les ouvriers du bâtiment. Donc, il y a toute une analyse qui fait des propos sexistes dans ce milieu-là. Euh, donc ça, voilà, c'est le premier angle. Ensuite, l'humour a été aussi analysé comme un terrain d'union et de socialisation. Là, il s'agissait plutôt de montrer comment l'humour participait à la constitution d'un groupe professionnel. Donc voilà, comment est-ce qu'il crée un nous professionnel et comment il cimente ce nous autour, voilà, autour d'un métier. Là, je pense par exemple à, encore de français, Valérie Boussard qui a travaillé sur le monde de la finance, donc elle a travaillé sur l'humour dans le monde de la finance, et Emmanuelle Zolesio qui, elle, a travaillé sur la fonction de l'humour chez les chirurgiennes. Donc voilà, là, c'est plutôt comment est-ce que l'humour unit et fait le groupe. L'humour a aussi été investi comme terrain de subversion, donc là, pour renverser des rapports de domination, soit de classe, soit éventuellement de race aussi. Voilà, comment est-ce que l'humour permet de déstabiliser les hiérarchies. Donc en référence, je peux donner Pascal Abzi, qui l'a montré avec les femmes travailleuses du sexe en Bolivie, ou Christelle Avril avec les aides à domicile. Et enfin, dernier point, l'humour a été aussi repéré comme élément pour mettre à distance la dangerosité ou la pénibilité de certains métiers. Par exemple, des ouvriers dans les mines, les éboueurs, les centres de services d'appel, etc. Donc finalement, il est presque étonnant que l'humour n'ait pas une plus grande place dans la sociologie du travail quand finalement on prend acte de sa centralité pour la constitution d'une connivence dans le groupe comme un élément constitutif d'un ethos des membres du collectif, leur permettant de se reconnaître comme membres à part entière du groupe. Donc là, on voit que par rapport à ce que je vous ai dit, et notamment à l'humour comme terrain d'union et de socialisation, donc là, qui était propre à différents groupes professionnels. Moi, l'étude que je fais, elle va être transversale de plusieurs milieux professionnels et ce qui va être au centre, ça va être la population LGBTQ+. Alors, je passe maintenant aux résultats. Donc, première interrogation que j'avais, c'était m'intéresser à quels effets avaient ces fameuses blagues sur les personnes LGBTQ. Alors, premier effet, celui d'inciter les personnes à renoncer à divulguer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Or, on sait par beaucoup de recherches qui se recoupent là sur ça, que lorsqu'on intègre un milieu de travail en tant que personne LGBTQ+, on passe un temps assez conséquent à observer ses collègues de travail avant de décider de faire ou non son coming out. Donc, c'est vraiment un enjeu important, ces moments d'évaluation. Finalement, les blagues, justement, vont avoir cette fonction-là d'inhiber et d'inciter à renoncer à divulguer. Donc, je vous lis le premier extrait d'entretien. Pourquoi je n'en ai pas parlé à mes collègues? Parce que c'était vraiment des gens qui étaient arriérés. Ils n'avaient pas cette mentalité-là. Ils faisaient souvent des jokes sur ça étant l'homosexualité. Donc, je ne me sentais pas à l'aise de parler de moi. Donc là, on est quand même sur un jeune homme, puisqu'il a 23 ans, qui renonce donc à faire son coming out de manière plus large parce que justement, il entend ces blagues dans son milieu de travail. Ça, c'est le premier effet, sans doute le plus large, enfin, celui qui a le plus d'effet sur une grande population. Puis ensuite, ces blagues ont aussi la potentialité de faire revivre des situations douloureuses, voire traumatiques de leur trajectoire.
Euh, donc là, je vous lis d'abord l'extrait d'entretien et puis je le commenterai après. En embarquant dans l'auto, mon collègue embarqué comme passager et avec un grand sourire, il dit: Alors comme ça, t'es tapette? Je vous avais prévenu, hein, c'était pas forcément des blagues drôles. Je me rappelle même pas, je suis restée tellement figée que je me rappelle même pas ce que j'ai dit. Même à ce jour, c'est quelque chose qu'on dirait que j'ai oublié, mais la boule, toute la crainte, le stress, l'angoisse, c'est tout revenu comme paf d'une shot. Le sentiment que je sentais au secondaire face à l'intimidation et tout ça, c'était vraiment le même feeling. À ce moment-là, ça faisait 5 ans que je n'étais plus au secondaire. Pendant toutes ces années-là, ça avait été correct. Je n'avais pas eu de propos directs comme ça. Et là, ça a été un bon retour en arrière. Donc, on perçoit clairement dans cet extrait d'entretien la rupture créée par des propos clairement insultants, mais dits sur ce registre un peu léger. Là, on voit que la personne, donc Vincent, ne se souvient plus de ce qui s'est passé après, et puis il exprime assez clairement la violence ressentie et dont il s'était affranchi depuis la fin de ses études. Donc voilà pour les effets qu'ont ces blagues sur les personnes LGBTQ au travail. Je passe maintenant plutôt au type de réaction. Donc on voit que finalement, les récits font voir un écart très important entre l'intention des auteurs, qui n'est pas forcément bonne, hein, je suis d'accord là-dessus, mais voilà, il y a un écart entre l'intention qui peut être anodine et l'effet qui est produit et qui engage finalement une forte charge émotionnelle. Euh, Ce qui m'intéressait, c'est de montrer que finalement, réagir à ces blagues, ça exigeait vraiment un travail émotionnel, au sens où la sociologue américaine O'Shield l'a développé avec le concept de travail émotionnel, un travail sur ses émotions, à la fois pour montrer des émotions qui sont différentes de celles qu'on ressent, mais même un travail plus en profondeur pour travailler sur ces émotions profondes. Et donc, ce travail émotionnel, en fait, il va permettre de réagir à ces blagues de 3 manières différentes. Alors, je dis pas il y a uniquement 3 manières de réagir, mais c'est celles que j'ai identifiées qui pourront, selon moi, euh, engager le plus ce travail-là. La première réaction, c'est d'établir une frontière entre ce qu'on va considérer comme acceptable et non acceptable. La deuxième réaction, c'est finalement de changer sa définition de la situation. J'ai expliqué évidemment ce que j'entends par là. Et la troisième, c'est de répliquer ou d'essayer en tout cas de renverser le rapport de pouvoir dans ces moments d'énonciation. Alors, première manière de réagir, établir donc une nouvelle frontière entre acceptable et non acceptable. Donc là, c'est une manière de maintenir cet esprit de cohésion qui se transmet à travers l'humour, tout en ne renonçant pas à se faire respecter et donc établir donc des frontières entre acceptable et non acceptable. Notamment, donc si je prends un exemple, Mathis, qui défend la légitimité des blagues entre collègues jusqu'à argumenter que leur absence dénote un dysfonctionnement relationnel. Donc, il participe de ce fait aux plaisanteries de ses collègues, mais pour autant, il établit une limite à ne pas dépasser, qui marque donc cette frontière entre respect et irrespect. Au début, donc je vous lis l'extrait d'entretien, au début, c'était drôle, je n'en faisais pas de cas. Mais si tu m'appelles toujours ma chochotte et que tu es toujours en train de me taquiner, on en fait des blagues, on en fait toujours. C'est correct d'en faire parce que si on n'en fait pas, il y a un malaise. Si on en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de malaise. Tant que je vais la rire, tant que les autres la rient, c'est correct. Si je ne ris pas, à un moment donné, je te le dis que je n'aime pas ça et que tu continues, là, il y a un problème. Et là, il y en avait un. Donc, on voit la façon d'établir sa propre frontière, même en allant un peu au-delà de ce qu'on est capable de bien vivre. Et puis, de faire respecter cette frontière est une manière de maintenir ce respect tout en participant quand même à la cohésion. On voit que donc le problème relevé par Mathis, c'est que son collègue continue de rire alors que lui ne rit plus. Sa volonté n'étant pas respectée, c'est lui-même qui se sent pas respecté. Donc l'effort vient des personnes LGBTQ qui s'auto-convainquent du caractère intégrateur de ces blagues et donnent leur approbation de manière à ne pas être celui ou celle qui rompt la cohésion. Une autre manière d'établir une frontière entre acceptable et non acceptable, ça avait déjà été un élément qui avait été identifié par Lynn Chamberlain dans un de ses papiers, c'est de considérer que tant que les attaques ne sont pas personnelles, mais qu'elles visent le groupe dans son ensemble, finalement, elles sont tolérées. Donc là, c'est le propos qui va être le suivant, le verbatim. C'est sûr qu'il y a toujours ces fameuses
petite joke, mais sans être personnel non plus. Je ne le prenais pas personnel, c'était comme plus des jokes at large, si on peut dire. Donc, c'est une autre manière de gérer cette frontière, de se dire, voilà, c'est le groupe dans son ensemble qui a insulté, c'est pas moi personnellement, je ne réagis pas. Donc, il ne s'agit pas de la gravité il ne s'agit pas ici de juger la gravité de chaque blague, mais de faire respecter l'établissement de sa propre frontière, de manière justement à concilier cohésion du groupe et respect envers soi-même. Deuxième manière de réagir, et donc qu'engage toujours un peu il y a toujours ce travail émotionnel qui est engagé, c'est de réduire la dissonance en modifiant sa propre définition de la situation afin de se convaincre du caractère inoffensif de ce type de plaisanterie. Donc là, cela revient à adapter ses propres émotions à ce qu'il est attendu de ressentir dans ce type de situation. Là, on va plutôt être sur des personnes dont les blagues sont assez courantes. Alors, je crois que je suis en retard, donc excusez-moi. J'essaie juste de vérifier le temps qui me reste. Donc, je vais aller un peu plus vite. Voilà, donc deuxième, je vais peut-être pas lire les extraits d'entretien du coup. Deuxième possibilité, changer sa définition de situation, ça va être lorsque les personnes sont dans des milieux de travail où les blagues sont assez fréquentes et en fait, réagir fortement clairement poserait un problème dans ces milieux de travail. Donc finalement, pour que ça soit acceptable, il faut aussi accepter de vivre avec ce type de plaisanterie. Alors, dernière chose, parce que c'est finalement ce qui était aussi la potentialité de retournement, je pense, qui était aussi intéressant dans la présentation, donc je ne voudrais pas passer dessus. Donc, la dernière façon de réagir, c'est justement d'investir ce moment et ce registre de l'humour pour renverser le rapport de pouvoir au moins provisoirement et finalement agir pour avoir une autre culture de travail et créer une culture un peu alternative qui permet justement sur ce registre-là de reprendre, c'est ça, au moins provisoirement le pouvoir. Alors, je vous lis juste cet extrait d'entretien et puis après, je te laisserai la parole et puis je laisserai du temps pour les questions. Donc, il s'agit d'un enquêté, Thomas. Je vous lis son verbatim. Il fallait que je sois en forme, mais dire jusqu'où ça pouvait aller. Encore là, il faut que tu sois en forme. Ce n'est pas vrai que tu es toujours en forme. À un moment donné, j'arrive pour le changement d'équipe. J'arrive en dernier. Je vois bien que tout le monde est tranquille. Il y en a un qui me dit, hey, il faut que je précise que sa femme travaillait dans une banque avec un gay. Puis le gay, il racontait tout. Un petit peu trop de détails à mon avis. Ce n'est pas ma personnalité à moi. Il venait d'apprendre top et bottom. Il me regarde et il me dit, hey, toi, es-tu top ou bottom? Puis devant tout le monde demandait la réponse, tu sais, et ma réponse, je dis, viens avec moi, je m'en vais dans les vestiaires, je vais te montrer. Tout le monde est parti à rire, sauf le gars. Ça n'a plus jamais été aussi loin que ça, mais je pouvais aller aussi loin que ça. Donc là, on voit aussi que le récit de Thomas montre vraiment un moment charnière pour gagner le respect de ses collègues. Donc on voit l'attaque du collègue sous forme de plaisanterie sexuelle, la microagression, la tension avec l'attente, tout le monde regarde. Et attend la réaction, le désamorçage et le retournement. Donc le stigmatisant devient élément de moquerie et la rupture, ça n'a plus jamais été aussi loin. Voilà pour cet élément que je voulais partager avec vous. Je suis désolée pour le temps, j'ai apparemment mal calibré, mais je peux donner des éléments plus en détail à la période de questions.